plus ça avance, plus il y a des hésitations quand même. Ça, en tout cas, les hésitations ne se débloquent pas. Ouais, on a l'impression que... J'avais un autre café également. Oui, moi j'en prends, c'est peut-être pas le mien, mais... Parfait, je m'en arrange, c'est un dérangeant. Un panaché? Moi je veux bien un café aussi. Un express également? Parfait, merci. Oui, les hésitations se développent maintenant, ouais, et vous sentez, quand on a vu que Jadot s'alliait avec Hamon, évidemment on s'est dit que ça nous offrait un peu plus de possibilités. Oui. Et donc on a contacté à nouveau tous les élus verts. Et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, parce qu'on a quand même pas mal d'élus verts qui auraient plutôt envie, enfin en tout cas qui se sentent quand même, qui pensent qu'on est archi légitime, et ils nous disent d'ailleurs. Voilà, on a quand même plutôt des liens sympathiques en règle générale avec le milieu militant vert, quoi. Et, mais bon, sauf que les accords avec Hamon concernant la présidentielle, mais derrière surtout les législatives, font que ça resserre quand même pas mal les choses, et on s'aperçoit qu'ils ont des consignes de parrainer Hamon dans l'idée d'un accord, dans l'idée d'une meilleure alliance. Alors là, c'est terrible, quoi. Donc on se retrouve avec... alors on ne sait pas comment appeler ça, si c'est de la pression ou pas, enfin en tout cas c'est pas si simple que ça, et beaucoup hésitent, et beaucoup finalement parrainent Hamon, alors qu'il nous avait dit pourquoi pas, qu'il parrainerait Poutou si jamais Jadot se retirait, parce que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'il y avait cette histoire-là. Donc on s'aperçoit que tout est compliqué, donc là on ne sait pas trop comment faire, on aimerait bien délivrer un message au PS qui nous lâche la grappe un peu, et qui nous laisse tranquille, quoi, parce que c'est complètement fou. Hamon il les a, ces parrainages, qu'est-ce qu'ils sont en train de demander aux Verts de nous voilà, ça fait partie. Alors voilà, donc c'est un truc qu'on pensait moins compliqué que ça. Donc en fait tout est compliqué, et maintenant on est vraiment dans un monde où ça a l'air il se lâche plus facilement. Les consignes de concentration des parrainages, ça se fait plus fort qu'avant peut-être. Et le côté publication exhaustive de tous les parrainages, ouais, bien sûr, ça joue évidemment. Donc du coup les maires ils regardent le compteur avant de parrainer, donc ils se disent, et parce qu'en fait comme il y a de l'hésitation, ils se disent je parraine vraiment si le candidat a une chance d'y arriver, pour pas se faire griller pour rien. Voilà. Et donc, mais le problème qu'il y a, c'est que s'ils attendent et que tout arrive au dernier moment, et là on a l'impression que ça peut amplifier ce retard, et que tout peut se jouer encore une fois la dernière semaine, et même, enfin bon, on comprend pas trop le truc là, enfin on comprend pas, malheureusement on comprend quelque chose qui est encore plus dangereux pour nous du coup. Il reste une dizaine de jours. Ben ouais, il reste cette semaine-là jusqu'à vendredi prochain, donc en fait il reste 10 jours. C'est le 17, hein. 17 à 18h le dernier jour. En plus c'est compliqué plus qu'avant, parce que c'est les élus eux-mêmes. Bon, alors après ceci dit, après on peut en récupérer quand même, parce qu'en fait ils envoient, mais ça se voit, par une enveloppe normale, donc nous dans la plupart des cas on essaie de le récupérer et puis de l'envoyer nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'on l'envoie aussi, c'était mieux, on préférait quand même l'apporter. Parce que la poste, ok, ça fonctionne quand même malgré les sous-effectifs qu'il y a, mais on aimait quand ça ne dépendait que de nous. Et là, moins ça dépend de nous, plus on fait intervenir des acteurs autres, ça nous rassure pas. À propos de poste, tu peux expliquer pourquoi tu es candidat et pas Olivier? Tu peux expliquer, Olivier il avait dit la dernière fois et puis il a redit là, c'est que bon voilà, il a donné 2 fois et puis il faut changer, quoi. Ça suffit, et puis nous on est pour changer aussi, enfin, voilà, on n'était pas pour, c'est vrai qu'à un moment donné il y avait un côté plus confortable et ça joue, hein. Olivier étant archi connu, archi médiatisé, même à un moment donné, ça facilitait la tâche que ce soit encore lui, mais du coup il a eu raison de dire non, et alors ça a été plus dur pour nous en 2012 parce qu'il fallait faire émerger un nouveau visage, moi. Et là, ce coup-ci, on a eu le même raisonnement, on s'est dit, parce que moi j'aurais bien aimé que ce soit quelqu'un d'autre. Et ouais, parce que puis voilà, ça fait partie des choses aussi qui nous caractérisent, c'est qu'on n'est pas pour avoir toujours le même, mais c'est vrai que donc on était quand même un certain nombre à penser qu'il fallait changer, mais sauf qu'après, on était aussi très nombreux à se dire que si on mettait un nouveau visage là, on s'en sortait pas du tout. Déjà, les parrainages avec moi, c'est compliqué, comme vous pouvez le voir. Alors, un visage inconnu, ça là encore, Poutou, l'ouvrier, machin, bon, ça fait partie un petit peu du paysage politique, et ça aide des élus à parrainer, quoi, parce que déjà fait, et là, donc, mais c'est la difficulté qu'on a, c'est qu'on aimerait bien, nous, diversifier nos visages, mais c'est des contraintes. Question subsidiaire, parce que c'était déjà le cas avant. Il y a eu une tentative de mettre une candidate plutôt qu'un candidat. Et oui, alors c'est la même difficulté ou quoi? Oui, mais après c'est pas parce qu'on veut qu'on peut.
Oui, oui. Voilà, donc bien sûr qu'on y a pensé, mais même il y a 5 ans, c'était en discussion aussi, c'était moi ou un camarade, il y avait 2 camarades, Oui, et puis après ça voilà, marche pas. c'est en fonction du profil, en fonction des possibilités et des envies, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de gens qui courent après tout ça, et on n'est pas dans un parti, voilà, donc c'est dans toutes dans les contraintes qu'on a, les difficultés qu'on a, ben, on fait au mieux, et de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est nous aussi, quoi. Et donc là, ce coup-ci, c'est encore moins. Mais c'est... Ce qui est en plus de cette campagne, c'est que, que Fillon... Mais ça c'est quand même un sacré paradoxe, quoi. C'est les tricheurs qu'on a eu en permanence, quoi. Donc, même hier, l'actualité de ce week-end, c'est le soi-disant suspense, on s'aperçoit que finalement il n'y en avait pas, ou le truc de Juppé ce matin, enfin, voilà, la campagne ça devient un truc à suspense, qu'est-ce qui va se passer, et on regarde tout le temps du côté de ceux qui sont en plus les plus gros tricheurs, c'est un fait divers, c'est pas la politique. Et du coup on fait vraiment quasiment plus campagne politiquement. Et on est sur là on est vraiment au bout du truc, c'est-à-dire sur des personnes, c'est vraiment juste des personnes, Fillon, Juppé, mais tout le monde joue à ça, et là on va jusqu'à l'absurde, quoi. Et c'est vrai qu'on ne discute plus de solutions au chômage, on ne discute plus, alors chacun a son programme évidemment, mais finalement tout ça c'est secondaire. La campagne elle est caractérisée par ces individus suffisamment arrogants, prétentieux pour penser qu'ils ont rendez-vous avec le peuple, qui ont même tendance à se confondre avec la République, c'est pas l'État c'est moi, c'est la République c'est moi, enfin tout. Et c'est terrible. C'est le côté pervers des primaires, ça. Ben oui, ça amplifie encore plus de personnalisation. Et alors du coup, quand nous on essaie de représenter autre chose, un camp social, une révolte, un changement de système, et bien cette voix-là, elle est encore plus difficile à faire entendre que d'habitude. Alors, je t'ai écouté l'autre jour sur Mediapart, tu avais 25 minutes là. Ouais. Bon, je me suis dit quand même que... Enfin, là, je vais te poser la question parce que je n'étais pas très satisfait. Question programme. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est quoi le programme pour s'adresser justement à la population que vise le NPR? Nous, le programme, c'est un programme radical anticapitaliste. Alors, le chômage, c'est l'interdiction des licenciements, la réduction du temps de travail, la retraite à 60 ans. En fait, on met en avant toutes les revendications progressistes. Quand on nous explique en longueur de journée, à longueur d'année, que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'argent, ben nous on dit, si, il y a de l'argent, il y a des moyens larges, il y a de l'argent ce qu'il faut, en réalité, pour combattre le chômage. Sauf qu'après, c'est une question de choix politique. C'est une question évidemment qui est liée à qui dirige l'économie. Les patrons qui dirigent l'économie, ils veulent se faire du pognon, et se faire du pognon, c'est en licenciant, c'est en baissant les salaires, et c'est en dégradant les conditions de travail. Donc évidemment qu'on a une confrontation avec le camp qui dirige l'économie. Donc là, ça fait partie d'un programme, des solutions radicales en réponse au chômage, mais on n'a pas que ça. Après, on a la question environnementale. Nous, on pense que là, la lutte contre la pollution et contre la destruction de l'environnement, mais c'est pareil, le problème qui est posé, c'est comment on enlève des mains la capacité de nuire aux capitalistes. Tant qu'ils auront Total, tant qu'ils auront des grosses multinationales qui feront ce qu'ils voudront et qui pollueront la planète. Là, aujourd'hui, dans le Monde, il y a encore un article, alors là, c'est pas Total, c'est Exxon, comment ils polluent la forêt amazonienne, mais c'est scandaleux, quoi. Mais c'est aujourd'hui, en ce moment, quoi. Enfin, ils s'emmerdent pas, quoi. Ils perdent au tribunal, mais ils continuent quand même. Ils vont refaire des exploitations, enfin des forages pétroliers, enfin, ils sont en train de tout détruire. Bon, alors là on est en France, mais bon, le problème il est le même, quoi. Ça construit un aéroport, ça détruit une zone humide à côté de Bordeaux pour faire un golf et pour faire un complexe hôtelier, ça c'est Mullier. Donc où c'est Vinci, là ils font je sais plus où un complexe, un jeu, enfin un genre parc Astérix à Marne-la-Vallée, un truc, mais voilà, c'est que des trucs comme ça. Là pour ça il y a du pognon, mais le pognon en fait on voit bien que c'est pour eux. À Bordeaux ils ont fait un grand stade, enfin c'est que des solutions comme ça. Donc nous on dit qu'à un moment donné il faut vraiment qu'il y ait un contrôle sur ça et que l'argent soit mis dans des projets qui soient rationnels, qui soient utiles à la population et qui ne détruisent pas l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il faut un véritable service public à la fois de l'énergie et production et distribution de l'énergie. Il faut libérer donc, ça c'est le chocolat, il faut libérer des logiques de rentabilité et de course au profit, quoi. Et donc ça ne peut pas être autrement, donc, mais c'est forcément là aussi une bataille à mener. Et après, c'est la question de l'égalité des droits. On pense qu'il faut combattre les idées réactionnaires, racisme, sexisme, parce que là aussi, c'est quand même quelque chose qui remonte. On voit bien les inégalités salariales hommes-femmes
ne diminue pas du tout, mais en plus il y a une violence réelle, c'est la précarité qui s'impose essentiellement aux femmes, et puis la violence au travail ou la violence dans les transports, enfin le harcèlement ou même les viols et les viols conjugaux, tout ça on voit bien comment. Et c'est aussi le résultat d'une crise, quoi. C'est que les inégalités augmentent, les populations les plus fragiles trinquent encore plus, on le voit au niveau des femmes, on le voit au niveau des immigrés, et ce qui se passe dans les quartiers populaires aussi c'est révélateur. Oui, la violence policière mais qui prend une ampleur dingue, quoi. On tue des jeunes, on les viole, et avec le culot de dire mais non, mais c'est un dérapage, mais non, mais il est tombé sur un truc, on en est là, quoi. Le MK va participer sans doute au 19 mars, je suppose. Oui, on appelle à la manifestation effectivement du 19 mars, un collectif. Et il va y avoir du monde, parce qu'au départ il y avait 300 associations. Et là, je crois que ça augmente encore. Ouais, ça risque d'être un événement politique qui ne concerne pas seulement les racisés, mais aussi les blancs. Le milieu syndicaliste, c'est le mouvement traditionnel, on va dire, de la gauche ou du mouvement ouvrier traditionnel qui s'implique un peu plus maintenant. Le PG appelle, enfin, sur son programme, j'ai vu. Enfin, il appelle. Ouais, mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est nouveau, parce qu'au départ, c'était effectivement tout le milieu associatif, ou tous les collectifs, essentiellement des quartiers populaires en plus. Donc là aussi, ça fait partie de... En fait, grosso modo, le programme, c'est ça. Il y a un aspect économique, la réponse au chômage et à la pauvreté, donc avec l'idée du partage des richesses, l'idée de l'augmentation du revenu pour tous, et de mettre un SMIC à 1 700 €, quoi. Donc en fait, donc il y a cet aspect-là, l'aspect de l'environnement, service public, et puis l'aspect égalité des droits et lutte contre les préjugés réactionnaires. Et donc là, ça comprend aussi l'accueil des migrants et la liberté de circulation, parce que nous, on défend un monde avec des frontières ouvertes qui permettent aux gens de circuler, pas seulement les capitaux. Ça, c'est les 3 axes. Après, juste pour l'aspect aussi dont on sait que ça pose problème, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et puis c'est qu'en fait, on nous dit toujours, oui, il n'y a pas d'argent pour. Donc voilà, et donc, oui, l'argent pour, il suffit de... On voit bien qu'il y en a, quand on voit les fortunes des profits, c'était cette semaine, 75 milliards au CAC 40, ça augmente, 30% d'augmentation. Les dividendes, 57 milliards d'euros distribués l'année dernière aux actionnaires, c'est plus 10 milliards à peu près par rapport à l'année précédente, c'est quand même dingue, quoi. Même eux, ils font la démonstration que la richesse s'accumule et les fortunes d'Arnaud, Bettencourt, Mullier, c'est pareil, ça augmente, et c'est des fortunes, c'est des 35 milliards, c'est des trucs, c'est même complètement incroyable d'entendre ça, alors qu'en même temps, les gens vivent avec moins de 700 € pour beaucoup, il y a 9 millions de gens qui vivent en dessous de ces pauvretés, donc en fait l'idée c'est un peu ça, c'est de dire regardez ces richesses qu'il y a, que c'est pas un problème moral, c'est un problème des systèmes économiques qui favorise le détournement des richesses et l'accumulation en aussi peu de mains. Donc la réponse, c'est que cette richesse-là existe, c'est comment on la partage. Et donc évidemment qu'on a au moins les moyens de répondre aux besoins des gens, mais sauf que ce moyen-là, ça suppose, et c'est ce qu'on dit, une bataille sociale qui permette d'imposer une politique sociale. Alors une question là-dessus justement, il y a quand même eu contre la loi El Khomri des dizaines, des centaines de milliers de gens plusieurs fois dans la rue, en grève, en manifestation, et ça n'a pas donné grand-chose, on peut dire. Et donc, comment imaginer un mouvement social qui réussisse, Parce que pour aller chercher l'argent où il est, enfin on sait où il est l'argent, mais pour aller le chercher, il faut un mouvement social qui réussisse plus que celui contre la loi El Khomri. C'est sûr, ça veut dire qu'il faut un mouvement qui change le rapport de force. Le mouvement contre la loi El Khomri, alors comment changer. Mais sauf que le mouvement contre la loi El Khomri, il permet justement d'imaginer que ça pourrait être possible. Parce que pendant longtemps, on nous a dit c'est fini, il n'y aura plus de grosses manifs. C'est des Sarkozy qui disaient vous pouvez toujours faire grève, on n'entend plus rien. Même il y avait cette idée que la classe ouvrière n'existait plus, que c'était fini, il n'y aurait plus jamais ça. Et justement, le mouvement, il a montré que si, c'était encore possible. Alors il n'a pas été assez fort. La preuve, c'est qu'il n'a pas été au bout. Il n'a même pas réussi à faire tomber la loi, donc il n'a même pas eu cette force-là. Mais ceci dit, quand même, ça peut donner confiance, ça montre qu'il y a une capacité de réaction. Et puis, n'empêche que les gouvernants ont tremblé, parce que le 49.3, c'est parce qu'il y a eu le mouvement social, sinon il n'y aurait pas eu le 49.3. C'est la première fois que le 49.3 a été utilisé contre un mouvement, qui s'est imposé comme ça, parce qu'en fait, on s'est aperçu que le 49.3 avait été utilisé énormément de fois, notamment par Rocard, mais personne n'avait sans s'en rappeler. Oui, c'était pas contre la rue. Oui, parce qu'en fait, ça passait inaperçu comme ça, sauf que là, il n'est pas passé inaperçu, parce que c'était contre un mouvement, et puis en plus, même si on peut dire que les manifs, elles n'étaient pas énormes, mais n'empêche que 75% de l'opinion publique à peu près, c'est du début à la fin du mouvement, c'était ça, est resté solidaire du mouvement et était hostile à la loi El Khomri. Donc en fait, le 49.3, il s'est imposé aux 3/4 de la population qui lui exprimait qu'il fallait retirer la loi. Donc c'est pour ça qu'il a choqué le 49.3. Mais le 49.3, c'est à l'image d'un pouvoir qui était déstabilisé par la mobilisation et qui n'a pas su convaincre et qui a été obligé d'imposer ce truc-là pour faire passer la chose. Donc c'est aussi la force du mouvement qui a mis en évidence ça. Après, Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, moi je pense parfois que
au contraire, le fait qu'un mouvement aussi puissant, on en a connu d'autres comme ça qui n'ont pas donné de grands résultats et qui ne s'achève pas sur une victoire, bon, c'est-à-dire la loi n'est pas votée, est-ce que c'est pas plutôt un coup de massue sur la tête des travailleurs qui sont justement pas prêts à recommencer, ou au pire qui vont aller voter à l'extrême droite? On peut dire ça, mais il n'y aurait pas eu de mouvement, ça aurait fait quoi? Donc voilà, l'histoire est faite de ça aussi, elle est faite de mouvements. C'est comme on peut reprocher aux Tunisiens d'avoir pas su aller de gagner vraiment. Ils ont renversé Ben Ali et puis maintenant ils ont une dictature. Les Égyptiens, on peut leur dire aussi, vous n'avez pas assuré, ça rime à rien ça. Il y a un moment donné.